avait un porte-drapeau qui nous a les drapeaux. Tous les trois, voilà. Nous allons de suite observer une minute de silence. Dépôt de gerbe. Prise de parole de Monsieur le maire. Mesdames, Messieurs, chers amis, je voulais tout d'abord saluer M. Juan Muñoz de Ubisa, président de l'Amicale des anciens guerrilleros espagnols en France, FFI, représentant la délégation des Pyrénées-Atlantiques et des Landes. Nous sommes ici réunis aujourd'hui pour commémorer les 90 ans de la Seconde République espagnole, 1931 à 1936, 39. Tout d'abord, un petit rappel de ce que était l'Espagne des années 30. L'Espagne est un pays très en retard sur les pays industrialisés et pauvres, avec un grand taux d'analphabétisme et d'importantes divisions sociales et idéologiques. Les conflits se succèdent pendant cette période et les positions politiques souffrent d'une radicalisation très accusée. 2 millions d'agriculteurs sont sans terre, alors que 20 000 personnes possèdent la moitié de l'Espagne. Le clergé est constitué de 31 000 prêtres, 20 000 moines, 60 000 religieuses et il existe 5 000 couvents. L'armée compte 15 000 officiers et 800 généraux. Il y a un général pour 100 hommes. 8 millions d'Espagnols sont touchés par la misère. L'espérance de vie est de 50 ans. Et effectivement, 40% de la population est analphabète. Au cours de l'été 1930, un pacte est signé, pas très loin d'ici, à Saint-Sébastien, connu sous le nom de Pacto de San Sebastián, entre plusieurs hommes politiques et intellectuels républicains et socialistes et les tenants du nationalisme catalan. Les conspirateurs, comme on disait à l'époque, publient la déclaration suivante. Un besoin passionné de justice jaillit des entrailles de la nation. Plaçant ses espoirs dans une république, le peuple est déjà dans la rue. La révolution sera toujours un crime ou une folie tant qu'existe la loi et la justice. Mais il est toujours juste quand domine la tyrannie. Après les pourparlers infructueux avec les politiciens, Alphonse XIII nomme Premier ministre un autre officier, l'amiral Aznar. Le roi et lui décidèrent de sonder l'opinion en organisant des élections municipales et non pas générales, prévues pour le mois d'avril
1931. Le 13 avril 1931, les socialistes et les républicains pensaient que le moment était venu. Ils décrétèrent l'expulsion de la monarchie et forment aussitôt un gouvernement provisoire présidé par Niceto Alcalá Zamora. Les élections municipales n'avaient pas pour vocation de changer la forme politique de l'État. La Constitution de 1876, alors en vigueur, ne prévoyait évidemment pas qu'une telle consultation pût entraîner la chute de la monarchie. Le roi Alphonse XIII, dépourvu de clairvoyance politique, craignait des troubles. Poussé par cette vague anti-monarchiste et sous les recommandations de ses plus proches collaborateurs, il part en exil, mais il oublie d'appliquer. Le 14 avril 1931, la République est proclamée en Espagne, 2 jours après les élections municipales, qui sont interprétées comme une défaite du régime monarchique, même si, avec 40%, la coalition antimonarchiste n'obtient pas la majorité sur l'ensemble du territoire, mais seulement dans les grandes villes. Les zones rurales, où se concentre la grande majorité de la population, et sont fréquemment influencées par des caciques, votent davantage pour la monarchie. L'Espagne inaugure ainsi une deuxième république. La première n'avait duré que de 1873 à 1874. 16 gouvernements vont se succéder au cours des 5 ans de République espagnole 1931-1936. Le 28 juin 1931 ont lieu des élections aux Cortes qui donnent le triomphe à une majorité de républicains et de socialistes. La nouvelle constitution fait de l'Espagne une république des travailleurs de toutes les classes, un État intégral compatible avec l'autonomie des municipalités et des régions. Le 9 décembre 1931, la Constitution est approuvée. Manuel Azaña, le nouveau chef du gouvernement, n'était nullement socialiste et avouait son ignorance du marxisme, dogme du PSOE. Toutefois, il savait avoir besoin de l'appui des socialistes pour réaliser le projet qu'il avait conçu. Quoique d'esprit jacobin, il savait aussi qu'il n'obtiendrait la collaboration des Catalans que par la reconnaissance de leur spécificité, voire de leur nationalité. Et puis, quelques sujets posaient problème. La question de l'Église. Une société laïque exigeait la séparation de l'Église et de l'État, mais bien évidemment, dans un pays où l'Église catholique et la religion avaient depuis des siècles tenu un rôle majeur, la réalisation de cet objectif n'était possible qu'au prix de négociations délicates. Il y avait également la question scolaire. Pour Azaña, la démocratie espagnole ne pouvait s'établir durablement que par l'élévation du niveau culturel et la disparition d'un analphabétisme très répandu. Dès 1911, dans une conférence sur le problème espagnol, il avait souligné l'existence d'un lien organique entre culture et démocratie. Et puis, il y avait quand même une large opposition. Mais à l'évidence, il lésait effectivement ce gouvernement, il lésait les intérêts, heurtait les convictions, malmenait les habitudes. Et cela d'autant plus qu'il entendait mettre de l'ordre dans l'armée et les tableaux d'avancement. Ainsi, il choque des portions importantes de la population espagnole en interdisant aux congrégations d'enseigner à partir du 1er octobre 1933, alors qu'elles scolarisaient plus de 350 000 élèves du secondaire. La loi du 17 mai 1933, qui déclara pour propriété publique les églises et autres édifices culturels, ne pouvait également dans cette conjoncture qu'apparaître comme une provocation aux yeux de l'Église. Le 15 juin 1932, l'adoption du statut de la Catalogne fut portée au crédit du gouvernement Manuel Azaña, 14 de abril de 1931 a las 6:30 de la mañana. La corporación municipal recién elegida en las elecciones del domingo, 10 concejales socialistas, 8 republicanos y 1 del PNV, proclamó
en Eibar la Segunda República. La bandera tricolor fue izada en el balcón central del ayuntamiento por el concejal más joven de la recién elegida corporación, Mateo Careaga, que era miembro del Grupo de Acción Republicana. Juan de los Toyos dio cuenta desde el balcón al pueblo congregado que a partir de aquella hora los españoles estábamos viviendo en república. Cuando se confirmó la proclamación en Barcelona, el pueblo se concentró frente al ayuntamiento de Eibar para retirar la placa con el nombre de Plaza de Alfonso XIII y colocar la nueva placa de Plaza de la República improvisada en cartón. Sur ce pont qui fut au gré des événements et des... Bueno, me presento. Soy Panchica Casado Muñoz, soy la esposa de Juan Muñoz, presidente pues, de nuestra amical, la amical de los antiguos guerrilleros españoles en Francia, Fuerzas Francesas del Interior, y yo obro ahí como muchas cosas, entre otras tesorera, secretaria, en fin, cosas así. Los hispanos y yo mucho de nuestra amical. Y como agradecimiento para nuestros compañeros irunienses que han podido venir hoy, cosa de la que me alegro muchísimo, voy a leer mi texto primero en castellano. Siento no poder hacerlo en euskara, pero mi mamá nunca me enseñó su idioma, lo siento mucho. Hace ya 90 años, al otro lado de esta frontera, un viento de esperanza, de libertad, de democracia y de justicia social empezaba a soplar. De norte a sur, de oeste a este, se dibujaba una perspectiva de vida mejor para la población española gracias a la proclamación de la Segunda República después de la victoria de los republicanos en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. Victoria ampliamente consolidada en las elecciones legislativas del 28 de junio de 1931, con el éxito de la conjunción republicano-socialista, predecesor del Frente Popular de 1936. La Constitución tardó más de 6 meses en ser redactada y se volvió oficial el 9 de diciembre de 1931. España convirtiéndose entonces en un país laico, una, cito, república democrática de trabajadores de todas las clases. Después de más de 60 años en el poder, después de más de 60 años de monarquía y casi 10 años de dictadura, la de Miguel Primo de Rivera, quien se encontraba en el poder desde 1923. Dimitió en enero de 1900, alcalde, fue en Eibar, en Guipúzcoa, donde se proclamó por primera vez oficialmente la República. Pero antes de que viniera, hay que saber que la tasa de analfabetismo en 1930 se elevaba al 48% de la población. La esperanza de vida era de 50 años y 8 millones de españoles vivían en la miseria. Buenos días a todos y a todas. Yo voy a ser muy breve porque ellos ya han hecho un magnífico recorrido por toda la historia de la República Española. Bueno, desde nuestra Constitución Republicana y de San Nicolás de Gentell, agradecer a Juan Muñoz y a todas las asociaciones republicanas mi parte. Bueno, llevamos 15 años trabajando por la recuperación de la memoria histórica y es por esto que es un honor para nosotros. Es por esto que es un honor para nosotros participar en este homenaje a todos y todas los republicanos que lucharon por defender la democracia y la voluntad del pueblo republicano, que no dudaron en cruzar las fronteras para seguir luchando contra la barbarie y la represión franquista contra los pueblos. Queremos
Queremos recordar que todos los que dejaron su vida y recordar a los miles que siguen enterrados en las cunetas sin que ningún gobierno haya dado pasos de verdadera generosidad por ello. Para toda esta gente luchadora vaya nuestro recuerdo y admiración. Como la asociación que tenemos a todas las asociaciones memorialistas de Iparralde, agradecerles también su trabajo y por este mismo tema. También queremos agradecer al alcalde de Hendaya, Cote Cenarro, su participación en este acto. Sirva de ejemplo para otros políticos. Y para terminar, un recuerdo emocionado para todos y todas las republicanas que no pudieron regresar a su país por estar perseguidos por el régimen fascista. Y solo quiero hacer una pequeña puntualización. Ayer me mandaron un mensaje de Palencia, una familiar mía, quizás no tiene, ella ha estado exiliada en Bélgica toda su vida y cuando regresó a España solo con sus medios económicos y desafiando a todo el mundo, logró desenterrar a 150 personas que estaban en las cunetas, entre ellas su padre y mi abuelo. Pues nada, un recuerdo para ella y para todos los republicanos. Muchas gracias a todos. ¡Fuera la República! ¡Viva la República! Oui, je suis le responsable de l'amicale des anciens guerriers russes espagnols en France, FFI. Et si parmi vous, il y a des gens qui seraient intéressés